Lorsque David Chen entendit pour la première fois les voix fortes provenant de la maison de ses voisins, il ne tourna même pas la tête dans leur direction. Il se contenta d'augmenter le volume du match de hockey à la télévision et s'efforça de ne pas penser à ce qui se passait là-bas. Mark et Chloé vivaient à côté depuis plusieurs mois déjà, et parfois des disputes éclataient entre eux. Rien d'inhabituel. Mais cette fois-ci, c'était différent. Les voix devinrent plus fortes, plus aiguës, et quelques minutes plus tard, David entendit distinctement le cri de Chloé, si perçant qu'il se sentit mal à l'aise. Presque immédiatement après le cri suivit un coup violent, semblable à une chute de meubles. Il se figea un instant. Il était évident que la situation échappait à tout contrôle, mais David se convainquit qu'il ne fallait pas s'en mêler. Il augmenta encore le volume de la télévision, essayant d'étouffer l'inquiétude et de retourner au match. Au cours des heures suivantes, le bruit de la maison voisine tantôt s'intensifiait, tantôt s'apaisait. David commençait déjà à se calmer, décidant que tout s'arrangeait progressivement de soi-même. Mais vers minuit, il entendit à nouveau la voix de Chloé, courte, brusque, interrompue à mi-phrase, puis vint un silence absolu, qui lui parut plus inquiétant que tous les bruits précédents. Comprenant que quelque chose de grave s'était produit, David éteignit le son de la télévision, prit son téléphone et composa le 911. Il ne savait pas encore que son appel serait la première étape d'une enquête qui révélerait la véritable histoire de cette nuit dans la maison de Mark et Chloé. Avant cette soirée, Mark et Chloé semblaient être le couple heureux le plus ordinaire. Du moins, c'est ce que disaient leurs voisins. Les policiers arrivés sur les lieux de l'appel ne pouvaient pas comprendre non plus comment un scandale aussi bruyant avait pu se produire dans une maison qui de l'extérieur paraissait idéale. Lorsque Mark et Chloé emménagèrent pour la première fois à Aspen Woods en août 2022, ils devinrent rapidement le sujet de conversation parmi les habitants locaux. Un jeune couple, lui, 28 ans, elle, 26 ans. Mark était un architecte prometteur qui commençait récemment à recevoir de bonnes commandes, et Chloé était fleuriste, dont les compositions décoraient souvent les mariages et événements locaux. Pour les voisins, ils ressemblaient à des gens qui avaient tout en ordre, l'aisance, la carrière, de beaux sourires sur leur visage. Chaque matin, Mark partait courir, souriant et saluant les voisins, et Chloé s'occupait généralement du jardin devant la maison, offrant parfois même des bouquets aux voisines sans raison particulière. Une famille de l'autre bout de la rue décrivit plus tard aux enquêteurs qu'ils ne les avaient jamais vus, même légèrement irrités l'un contre l'autre. Tout semblait si calme et harmonieux que certains voisins éprouvaient même une légère envie. La maison, achetée par le couple moins d'un an auparavant, devint rapidement l'une des mieux entretenues de la rue. Mark conçut lui-même l'arrière-cour, et Chloé planta des fleurs dans le jardin de devant comme si elle se préparait à un concours de jardinage. Mais derrière cette façade soignée se cachait une toute autre réalité. Plus tard, la police trouverait des documents montrant un autre côté de leur vie commune. Des factures impayées et des relevés de crédit que Chloé cachait soigneusement à Mark seraient découverts. Les voisins ne savaient rien de tout cela. Pour eux, le couple restait exemplaire. Les policiers seraient encore plus surpris lorsqu'ils découvriraient la valise de Mark près de la porte d'entrée. Il s'apprêtait manifestement à quitter la maison, et ce n'était pas un voyage touristique ou un déplacement professionnel. Les affaires étaient rangées comme s'il ne prévoyait pas de retour. L'image d'une vie parfaite s'écroulait morceau par morceau avec chaque nouveau document, chaque nouveau témoignage. Très bientôt, il devint clair que la soirée du 15 mars n'était pas un accident, mais le résultat d'une longue accumulation de problèmes cachés aux regards extérieurs. Pendant que la voiture de patrouille s'approchait de la maison silencieuse, les policiers étaient convaincus qu'ils feraient face à une dispute domestique ordinaire. Mais quelques minutes seulement après leur arrivée, ils comprirent que tout était beaucoup plus grave. Cette nuit changea non seulement leur perception de Mark et Chloé, mais aussi le quartier lui-même, où les gens avaient l'habitude de penser que le voisin allait toujours bien. Lorsque les officiers arrivèrent à la maison de Mark et Chloé, tout semblait étrangement calme et paisible. Les patrouilleurs sortirent de la voiture, inspectèrent la cour soignée et s'approchèrent prudemment de la porte d'entrée. La porte était fermée,
Mais lorsque l'officier Jefferson la poussa légèrement, elle s'ouvrit sans résistance vers l'intérieur. Il devint immédiatement clair que derrière elle se cachait un tout autre tableau, celui que les voisins n'avaient jamais vu et ne pouvaient même pas imaginer. La première chose qui attira l'attention de la police fut le désordre dans l'entrée et le salon. Une table basse renversée, des magazines et des objets décoratifs éparpillés, une lampe de table tombée. On avait l'impression qu'une lutte sérieuse ou une bagarre s'était déroulée ici. Mais pendant que les officiers examinaient le premier étage, il devint évident que l'événement le plus important s'était produit en haut, au deuxième étage de la maison. En montant l'escalier, l'officier Jefferson vit le premier une porte ouverte menant à la chambre. Sur le sol, près du lit, se trouvait Mark. Il était immobile, et même un coup d'œil rapide des officiers permit de comprendre qu'il était impossible de l'aider. Plus tard, dans le rapport officiel, les médecins légistes confirmeraient que Mark avait reçu plus de 20 coups de couteau. Les enquêteurs notèrent soigneusement qu'autour de l'endroit où gisait Mark, il y avait de nombreux petits détails indiquant les tentatives de l'homme de se défendre. Une chaise renversée, des vêtements déchirés et plusieurs effets personnels éparpillés. Au même moment, au premier étage, un autre officier, Sanders, découvrit Chloé. Elle était assise par terre dans un coin du salon, adossée au mur avec des signes évidents de choc. Sur ses bras et ses épaules, elle avait de petites coupures superficielles qui avaient déjà séché. Elle semblait désorientée, mais se mit immédiatement à parler dès que le policier s'approcha d'elle. Dans sa voix, on pouvait remarquer la panique, mais les mots sonnaient clairement. Chloé raconta au policier que la soirée avait commencé tout à fait normalement. Vers 8 heures, alors qu'elle et Mark étaient à la maison, un bruit de vitres brisées retentit soudainement et 2 hommes inconnus firent irruption dans la maison. Ils portèrent des masques sur leurs visages et elle ne pouvait distinguer aucun détail. Elle affirma que les cambrioleurs les avaient attachés et pendant plusieurs heures avaient exigé de l'argent, menaçant et intimidant. Elle répéta qu'ils ne pouvaient rien faire, car il n'y avait tout simplement pas d'argent liquide dans la maison. Selon Chloé, les hommes se comportaient de manière agressive et ne voulaient écouter aucune excuse. À un moment donné, la situation échappa à tout contrôle et l'un des cambrioleurs attaqua Mark. Chloé elle-même réussit miraculeusement à rester en vie et à se libérer après que les malfaiteurs eurent quitté la maison. Les policiers notèrent son témoignage, enregistrant soigneusement chaque mot. L'histoire semblait horrible et en même temps étrange. Il y avait effectivement de nombreuses traces d'effraction et de lutte, mais lors de l'examen initial, quelque chose semblait suspect aux officiers. Par exemple, ils remarquèrent que les objets de valeur, électroniques, bijoux, montres, étaient restés intacts. Cela ne correspondait pas tout à fait au scénario typique d'un cambriolage. Néanmoins, la première version de ce qui s'était passé fut officiellement enregistrée. Une attaque dans le but de cambriolage, à la suite de laquelle Mark fut tué par des inconnus, et Chloé fut blessée et resta miraculeusement en vie. Les policiers ne savaient pas encore que très bientôt cette version commencerait à s'effondrer rapidement, et les indices trouvés les forceraient à regarder les événements de la nuit sous un angle complètement différent. La version de Chloé sur l'attaque d'étrangers semblait suffisamment convaincante pour être prise au sérieux au départ. Cependant, les détectives arrivés sur les lieux 1 heure après les patrouilleurs sentirent immédiatement que quelque chose ne collait pas ici. Dans de tels cas, la première chose à laquelle on prête attention, ce sont les traces d'intrusion et les indices possibles laissés par les agresseurs. C'est précisément ce que les criminologues commencèrent à vérifier en premier lieu. La maison fut soigneusement examinée par une équipe de criminologues sous la direction du détective Michael Turner. Ils commencèrent par une vérification minutieuse de la porte d'entrée et des fenêtres du premier étage, essayant de trouver des traces d'effraction. La porte était intacte, la serrure fonctionnait correctement, et cela éveilla immédiatement les soupçons des policiers, car selon Chloé, les agresseurs avaient fait irruption précisément par la fenêtre du salon. Dans ce cas, des traces évidentes d'intrusion auraient dû rester. Lorsque les criminologues commencèrent à examiner les fenêtres plus en détail,
leur attention fut attirée par une fenêtre brisée à gauche de l'entrée principale. Les officiers vérifièrent soigneusement le cadre de la fenêtre et le rebord pour détecter des empreintes digitales, de chaussures et des traces possibles que les visiteurs malveillants auraient pu laisser. Cependant, à la surprise générale, aucune empreinte étrangère ne fut découverte, ni sur le cadre, ni sur les fragments de verre brisés. Cela souleva les premières séquences à questions sérieuses sur le témoignage de Chloé, car selon ses mots, les hommes avaient passé environ 4 heures dans la maison, ce qui signifiait que des traces auraient dû rester. Les criminologues décidèrent d'élargir la zone de recherche et commencèrent à examiner le territoire autour de la fenêtre. À ce moment-là, l'expert qui examinait le périmètre extérieur de la maison remarqua un détail important qu'il rapporta immédiatement au détective Turner. Les éclats de verre brisés ne se trouvaient pas à l'intérieur du salon, comme cela aurait dû être le cas avec un impact extérieur, mais au contraire, à l'extérieur, directement sur la pelouse soignée devant la maison. Le spécialiste en criminalistique Michael Lewis enregistra cette découverte importante et prit plusieurs photographies. Après une étude minutieuse de l'image des dégâts, il tira une conclusion sans équivoque. Le coup avait été porté de l'intérieur de la pièce. Cela signifiait que la fenêtre avait été brisée non pas par des malfaiteurs de l'extérieur, mais par quelqu'un qui se trouvait déjà à l'intérieur de la maison. Cette découverte changea radicalement la direction de l'enquête. Tout le scénario décrit par Chloé fut remis en question. Les criminologues vérifièrent une fois de plus le périmètre et ne trouvèrent pas le moindre signe de présence de personnes étrangères, ni empreinte de chaussures sur le sol, ni traces de gants ou de vêtements sur le rebord de fenêtre. Turner écouta attentivement le rapport du criminologue et regarda autour de lui en silence. Son regard nota encore un autre fait étrange. À l'intérieur du salon se trouvait un équipement coûteux, un ordinateur, plusieurs objets de valeur de décoration intérieure qui étaient clairement visibles. Tout cela était resté complètement intact, bien que Chloé ait affirmé que les malfaiteurs exigèrent de l'argent et se comportaient de manière agressive. La police commença à comprendre qu'elle était confrontée à une situation complètement différente de celle qu'elle s'attendait à voir sur la base des mots du seul témoin. Ils commencèrent une fois de plus, avec un regard différent, à examiner les lieux de l'événement, à enregistrer et à comparer chaque détail. Le fait même de la fenêtre brisée avec les éclats à l'extérieur semblait maintenant non pas simplement un indice, mais la contradiction principale dans la version de Chloé. Le détective Turner comprit qu'il était confronté à une tâche beaucoup plus complexe, comprendre pourquoi la femme qui se trouvait manifestement dans la maison au moment de la tragédie donnait un témoignage qui ne correspondait pas aux faits. Évident, une chose était claire, le récit de Chloé commença à s'effondrer dès les premières heures après le début de l'enquête. Et la fenêtre brisée de l'intérieur devint la première étape sur le chemin de la révélation de la vérité sur ce qui s'était réellement passé dans la nuit du 15 mars dans la banlieue tranquille d'Aspen Woods. Lorsque la version de Chloé sur l'attaque d'étrangers commença à s'effondrer, les détectives durent s'arrêter et reconsidérer la situation. Dans de tels cas, l'enquête agit selon une méthodologie clairement établie. On vérifie d'abord la possibilité d'une intrusion et lorsque les faits ne le confirment pas, les policiers tournent leur attention vers ceux qui étaient déjà à l'intérieur. C'est précisément un tel scénario qui se déroulait maintenant dans la maison de Mark et Chloé, bien qu'à première vue, il semblait que c'était une tragédie causée par une intervention extérieure. Chloé, jusqu'alors perçue par les policiers exclusivement comme témoin, devint la première sur qui se posa le regard des enquêteurs. Ce n'était même pas tant la façon dont elle s'était comportée lors de la première conversation avec les patrouilleurs, mais le fait que son récit contredisait manifestement les indices trouvés. Sur place, aucune trace ne fut découverte qui aurait pu appartenir à quelqu'un d'étranger, ni empreinte de chaussures, ni empreinte digitale sur les poignées de porte et les meubles. Cela semblait étrange et suspect, surtout après ses affirmations sur la longue présence de 2 inconnus dans la maison. Le détective Michael Turner ordonna à ses collègues d'examiner une fois de plus soigneusement la maison. Les criminologues utilisèrent un équipement spécial qui permettait de détecter même les traces les plus insignifiantes. Et encore une fois, le résultat fut nul. Il n'y avait pas de traces étrangères dans la maison. Et cela ne signifiait qu'une chose.
L'événement s'était produit exclusivement entre ceux qui vivaient constamment ici, entre Mark et Chloé. Maintenant, il était déjà évident que la police n'avait pas d'autre choix que d'étudier plus en détail les circonstances de la vie de ce couple. Et la première étape fut l'observation attentive de Chloé elle-même. Les policiers enregistraient chacun de ses mots, notant ses réactions aux questions, cherchaient tout signe de mensonge ou de nervosité. Il est intéressant de noter que Chloé elle-même se comportait relativement calmement, répétant son récit presque mot pour mot, comme si elle l'avait appris à l'avance. Mais en plus de son comportement, les enquêteurs devaient trouver des confirmations ou des réfutations physiques de ces mots. Et c'est à ce moment qu'un des officiers fit une découverte importante. Près de la porte d'entrée, directement dans l'entrée, se trouvait une valise d'homme à moitié rangée. La valise semblait avoir été faite rapidement et négligemment. À l'intérieur se trouvaient des vêtements, des documents, des cartes bancaires et des articles de première nécessité. Le passeport appartenait à Mark, et par l'ensemble des affaires, il devint immédiatement clair. Il s'apprêtait à quitter la maison pour longtemps, sinon pour toujours. Les policiers photographièrent immédiatement la découverte et commencèrent à établir un tableau préliminaire. La valise signifiait que le soir de ce jour-là, Mark se préparait à partir. Il s'apprêtait manifestement à partir secrètement, rapidement, et peut-être que c'était précisément cela qui devint la cause du conflit que le voisin David Chen avait entendu quelques heures plus tôt. Cette découverte changea complètement la direction de l'enquête. Maintenant, la seule suspecte pouvait être Chloé, car personne d'autre ne pouvait connaître les plans de Mark mieux qu'elle. Le détective Turner demanda immédiatement des informations sur la vie personnelle du couple, les affaires financières et les relations au sein de la famille. Il supposa que Mark avait une raison sérieuse de partir, et c'était précisément cette décision qui aurait pu provoquer les événements que la police essayait maintenant de démêler. Les enquêteurs commencèrent à réfléchir aux motifs. Pourquoi un architecte prospère, vivant dans une maison bien entretenue, et, selon tous les voisins, dans un mariage heureux, décide-t-il soudainement de tout laisser et de partir sans prévenir personne? La valise n'était pas simplement un indice. Elle devint la clé qui pouvait ouvrir un tout autre côté de la vie de ce couple, caché derrière la façade de sourire et de salutations aux voisins. À partir de ce moment, le focus de l'enquête se déplaça complètement sur Chloé. Maintenant, sa version commença à paraître non seulement étrange, mais aussi douteuse. La police avait un objet de suspicion concret, et avec lui, la compréhension que derrière cette histoire se cachait quelque chose de beaucoup plus grand qu'une querelle familiale ou un conflit accidentel. La raison pour laquelle Mark s'apprêtait à partir devait éclairer les véritables événements de cette soirée, qui jusqu'à présent étaient soigneusement cachés derrière la façade soignée d'une maison prospère dans la banlieue tranquille d'Aspen Woods. Plus les policiers étudiaient attentivement les circonstances de cette affaire, plus de faits commençaient à parler contre la version que Chloé avait racontée. Maintenant, l'enquête avait en main 2 détails importants qui pouvaient définitivement détruire son récit sur l'attaque de 2 inconnus. Ces détails, à première vue insignifiants, révélaient un tout autre tableau de cette soirée. Le premier d'entre eux était cette fameuse valise découverte près de la porte d'entrée. Les enquêteurs documentèrent en détail son contenu. À l'intérieur se trouvait le passeport de Mark, plusieurs ensembles de vêtements, un chargeur de téléphone, des effets personnels et des articles de toilette. Les affaires étaient rangées à la hâte, mais il était tout à fait évident qu'elles n'étaient pas destinées à un voyage de courte durée. Habituellement, en se préparant pour des vacances ou un voyage d'affaires, une personne ne prend pas avec elle absolument tout le nécessaire pour la vie quotidienne. Mark prévoyait manifestement un départ pour longtemps, et peut-être même pour toujours. Les détectives commencèrent immédiatement à étudier attentivement chaque article. Le passeport et les cartes bancaires, ce sont les articles que l'on prend habituellement lors de la préparation d'un départ définitif. À l'intérieur furent également trouvés quelques documents importants et de l'argent liquide, qui n'auraient pas été nécessaires lors d'un voyage court d'habituel pour affaires. Cette valise disait clairement aux policiers: Mark se préparait non pas simplement à partir, il s'apprêtait à commencer une nouvelle vie loin de cette maison, dans laquelle, semblait-il, il avait tout ce dont il avait besoin pour le bonheur. Maintenant que le motif du départ de Mark devint évident,
Les officiers se tournèrent vers le deuxième détail important, la nature des blessures de Chloé. Elle affirmait les avoir reçues lors de la lutte avec les agresseurs, mais le médecin légiste qui l'examina immédiatement après l'arrivée sur les lieux établit une toute autre conclusion. Le rapport officiel indiquait que toutes les coupures sur ses bras et ses épaules étaient peu profondes et ne représentaient pas de danger pour la vie. Elles étaient faites avec soin, prudence, et ressemblaient davantage à une tentative de créer l'apparence d'une lutte qu'à de réelles blessures que l'on reçoit habituellement dans une confrontation avec des criminels agressifs. De plus, les experts notèrent un autre détail important. Sur les vêtements et la peau de Chloé, il n'y avait pas de traces de lutte qui restent habituellement dans de telles situations, ni écorchures, ni hématomes, qui auraient dû apparaître suite à la défense contre une attaque. Les plaies étaient propres et clairement localisées dans des endroits que l'on peut facilement atteindre soi-même. Cela inquiéta beaucoup les enquêteurs, car cela réfutait à nouveau son récit sur les actions violentes d'inconnus. Le groupe d'enquête compara soigneusement ces deux découvertes avec le témoignage initial de Chloé. Tout ensemble se composait en une toute autre histoire. Non pas une attaque extérieure, mais un conflit interne, dans lequel seules deux personnes étaient représentes, Chloé elle-même et son mari Marc. La valise montrait que Marc se préparait à partir pour toujours, et la nature des plaies sur les bras de la femme parlait d'une tentative de cacher la vérité sur ce qui s'était passé. Maintenant, les enquêteurs étaient quand même convaincus. Il n'y avait pas de véritables agresseurs dans la maison. Au lieu de cela, les événements se déroulaient selon un tout autre scénario. La version de Chloé devenait de moins en moins convaincante à chaque heure. Chaque nouveau détail réfutait ses mots et indiquait que la femme pouvait non seulement connaître la vérité, mais aussi essayer soigneusement de la cacher. À la fin des premières 24 heures de l'enquête, plus aucun des policiers ne doutait que derrière cette histoire se cachait beaucoup plus qu'un conflit familial ou une tentative de cambriolage. Il leur restait maintenant à comprendre les motifs qui avaient poussé Chloé à inventer un scénario aussi cruel et à jouer le rôle de la victime. La valise de Marc et la nature de ses plaies montraient clairement que le conflit s'était produit à l'intérieur de la maison et la clé de sa compréhension se trouvait profondément dans les relations du couple. La tâche suivante de l'enquête était encore plus difficile. Il était nécessaire de comprendre les raisons de ce conflit, de révéler les secrets qui avaient conduit à l'issue tragique et de savoir pourquoi Marc avait décidé si urgemment de quitter la femme avec laquelle, selon l'opinion de l'entourage, il était tout à fait heureux. Le motif devenait maintenant la question principale, et c'est sur elle que les détectives décidèrent de concentrer toutes leurs forces dans les jours à venir. Après que les enquêteurs eurent commencé à étudier plus profondément les circonstances de l'affaire et à analyser soigneusement les indices disponibles, le comportement de Chloé devint un autre facteur suscitant de sérieux doutes sur son récit. Il semblerait qu'une personne ayant vécu un tel événement devrait se comporter tout autrement. Habituellement, le seul témoin coopère activement avec l'enquête, s'efforce de se souvenir de tous les détails, décrit en détail les malfaiteurs, même si les souvenirs sont fragmentaires et traumatisants. Mais Chloé se comportait tout autrement. Dans les procès-verbaux établis par les détectives après les premières conversations avec elle, il fut noté que les réponses de Chloé étaient étonnamment vagues et incohérentes. Elle se trompait constamment dans les détails. Par exemple, elle affirma d'abord que les agresseurs étaient de grande taille et de forte corpulence, et plus tard, elle ne pouvait plus décrire exactement leur silhouette, leur taille, ou même la couleur de leurs vêtements. Lorsqu'on lui demanda de raconter comment exactement ils étaient entrés dans la maison, ses explications sonnaient incertaines et confuses. Elle dit qu'elle avait entendu le bruit du verre, mais plus tard ne put préciser d'où exactement venait ce bruit. Les détectives notèrent également dans les procès-verbaux que sur les demandes de décrire en détail les actions des agresseurs, Chloé répondait soit par des phrases générales, soit commençait à répéter ce qu'elle avait déjà dit auparavant, pratiquement mot pour mot, comme si elle essayait de mémoriser un texte préparé à l'avance. L'état émotionnel de Chloé était également instable, mais pas tout à fait comme celui qu'ont habituellement les victimes de tels incidents. Le détective Michael Turner indiqua dans ses notes que la femme tombait périodiquement dans un état de forte anxiété, après quoi elle se calmait soudainement et brusquement et commençait à parler plus calmement,
et de manière détachée. Parfois, il semblait qu'elle contrôlait complètement la situation, surveillait attentivement quelles questions lui étaient imposées et comment elle formulait les réponses. À d'autres moments, elle se mettait soudain à pleurer, mais comme si elle essayait de montrer des émotions plutôt que de les ressentir réellement. Ce fait attira immédiatement l'attention du psychologue de la police, qui nota que son comportement semblait atypique pour une personne ayant sincèrement vécu un événement aussi traumatisant. Il fut également indiqué dans les rapports de police que Chloé évitait à tout prix le contact visuel avec les détectives lorsqu'ils commençaient à poser des questions sur les relations personnelles avec Mark ou sur ses plans de départ. Elle détournait soit le regard, soit commençait à ajuster nerveusement ses vêtements, comme si elle essayait de gagner du temps supplémentaire pour formuler une autre réponse. Les policiers remarquèrent également qu'elle manifestait une prudence notable lorsque la conversation portait sur les questions financières, esquivant les réponses et répétant que c'était exclusivement Mark qui s'en occupait et qu'elle ne savait rien de ses plans ou de la situation financière de la famille. Au cours du premier jour de communication avec l'enquête, Chloé changea plusieurs fois le ton de la conversation. Le matin, elle semblait perdue et effrayée. À midi, elle devenait brusquement irritable et renfermée. Et le soir, ses réponses prirent un caractère extrêmement prudent et retenu. Les enquêteurs notèrent qu'après chaque nouvelle conversation, ses réponses devenaient de plus en plus fermées et monosyllabiques. On avait l'impression que Chloé voulait simplement terminer ses conversations au plus vite, sans révéler de nouvelles informations. 24 heures après le début de l'enquête, lorsque le détective Turner fixa un nouvel interrogatoire, un tournant inattendu se produisit. Chloé refusa complètement de parler avec l'enquête et déclara qu'elle ne communiquerait avec les détectives qu'en présence d'un avocat. Elle prit cette décision soudainement et de manière assez catégorique, sans expliquer les raisons. Dès le lendemain, son représentant informa officiellement les policiers que désormais sa cliente ne ferait aucune déclaration sans soutien juridique. Un tel tournant des événements devint un obstacle sérieux pour l'enquête, car toute tentative ultérieure d'obtenir d'elle des témoignages directement fut bloquée. Maintenant, les détectives devaient complètement changer la tactique de l'enquête et chercher de nouvelles sources d'informations. Ils commencèrent à interroger les voisins, les amis, les parents du couple, à vérifier les appels téléphoniques, les correspondances, les documents financiers, tout ce qui pourrait éclairer les véritables raisons du comportement de Chloé et du conflit avec Mark. Le refus de Chloé de coopérer ne signifiait qu'une chose. Elle sentit que la police s'approchait très près de la révélation de la vérité. Cette démarche non seulement confirma les doutes des détectives, mais montra également que derrière toute cette histoire se cachait quelque chose de plus profond et complexe qu'une simple querelle familiale ou un événement accidentel. Maintenant, les enquêteurs comprenaient que la réponse devait être cherchée non pas dans les témoignages de l'unique survivante, mais dans son passé et dans les circonstances cachées de tous de la vie du couple. Les enquêteurs comprenaient que le refus de Chloé de poursuivre les conversations avec l'enquête compliquait considérablement leur tâche. Cependant, ils savaient également que dans de telles affaires, la source d'information la plus précieuse se révèle souvent être non pas les participants aux événements eux-mêmes, mais leurs proches, les personnes de leur entourage. C'est précisément pour cette raison que les détectives commencèrent méthodiquement à étudier le cercle de relations de Mark et Chloé. Ils voulaient comprendre à qui d'autre Mark aurait pu raconter ses intentions, et s'il y avait quelqu'un à qui il faisait entièrement confiance et pouvait partager ses inquiétudes cette soirée-là. Il ne fallut pas chercher longtemps. Dès le 2e jour après l'incident, la sœur de Mark, Emma, contacta la police. Son apparition dans l'enquête fut une véritable percée. C'est précisément son témoignage qui se révéla si important qu'il changea pratiquement complètement le cours de l'affaire et força les enquêteurs à regarder ce qui s'était passé sous un angle complètement différent. Emma vint au commissariat volontairement et accepta immédiatement de parler avec le détective Michael Turner. Pendant la conversation, elle était visiblement bouleversée, s'arrêta plusieurs fois en essayant de rassembler ses pensées, mais néanmoins donna un témoignage détaillé et cohérent qui révéla les détails les plus importants de ce jour. Selon ses mots, le soir du 15 mars, vers 7h30, Mark l'appela de manière inattendue. Elle sentit immédiatement à la voix de son frère que quelque chose de grave s'était passé.
Emma transmit au détective ces mots qui devinrent l'indice le plus important de l'affaire. Mark informa sa sœur qu'il était tombé complètement par hasard sur des relevés bancaires et des comptes de crédit cachés par Chloé. Ces documents montraient clairement que Chloé cachait depuis longtemps d'énormes dettes. Il s'agissait de dizaines de milliers de dollars. Il semblait agité et irrité, et Emma dit à la police qu'elle n'avait jamais entendu son frère aussi contrarié et abattu en même temps. Selon Emma, Mark lui dit qu'il était complètement choqué par un tel mensonge, qu'il ne pouvait plus tolérer la tromperie et avait décidé de quitter Chloé immédiatement. Il était fermement décidé à faire ses bagages ce soir-là même et à quitter la maison pour toujours. Emma essaya de calmer son frère, lui demanda de ne pas prendre de décisions hâtives, mais Mark fut inflexible. En conclusion de la conversation, il prononça une phrase qui devint par la suite essentielle pour comprendre la situation. « Je ne peux plus vivre avec une personne qui m'a trompé si facilement et si longtemps. Je pars aujourd'hui même, et je ne suis pas sûr que Chloé accepte cela calmement. » Emma se souvint de ces mots de Mark mot pour mot, et le détective Turner souligna particulièrement ce détail dans ses notes. Pour l'enquête, ce fut un véritable tournant, car maintenant les mots d'Emma reliaient directement la valise trouvée près de la porte au motif du départ de Mark. La valise cessa d'être un détail accidentel. Elle devint maintenant partie d'un tableau cohérent et complet de ce qui s'était passé. Il était évident que Mark s'apprêtait réellement à partir, et le départ était dicté par des problèmes sérieux et à long terme dans leur relation. Après la conversation avec Emma, les détectives vérifièrent une fois de plus tous les comptes bancaires et les rapports de crédit de Chloé, qui jusqu'alors n'étaient qu'une partie du tableau général. Les documents confirmèrent les mots de Mark. Chloé avait effectivement de graves problèmes financiers. Elle prenait des crédits et cachait à son mari la véritable situation, remboursant les dettes précédentes par de nouveaux emprunts. Une telle pyramide financière pouvait s'effondrer à tout moment, et c'est précisément ce moment qui arriva lorsque Mark découvrit accidentellement les documents. Maintenant, le tableau de ce qui se passait dans la maison commença à se composer tout autrement. Il devint évident que la cause du conflit entre Mark et Chloé n'était pas une querelle accidentelle, pas une attaque soudaine d'étrangers, mais un mensonge à long terme qui s'accumulait progressivement et conduisit à un point critique. Et lorsque Mark découvrit la vérité, cela signifiait pour lui une chose, une séparation immédiate et définitive d'avec Chloé. Les enquêteurs étaient d'un peu convaincus qu'après cette conversation avec sa sœur, Mark commença immédiatement à faire ses bagages. La valise près de la porte confirmait entièrement cette version des événements. Il ne restait maintenant qu'à comprendre comment Chloé réagit à cette décision et quelles actions précisément elle entreprit ce soir-là. L'enquête n'avait plus de doute. Chloé savait exactement que son mari s'apprêtait à partir, et très probablement, un conflit dur surgit entre eux sur la base de cette décision. Le témoignage d'Emma devint pour la police la preuve la plus importante, car maintenant tous les détails trouvés précédemment correspondaient complètement à son récit. Les enquêteurs ne considéraient nada plus une attaque accidentelle ou un cambriolage comme des motifs possibles de ce qui s'était passé. Maintenant, leur attention se tourna complètement vers le conflit familial et les relations personnelles du couple. C'est précisément en eux que se cachait le motif de ce qui s'était passé dans la maison le 15 mars. Maintenant, les détectives devaient découvrir ce qui s'était passé concrètement après que Mark eut informé Chloé de sa décision de partir. Le témoignage d'Emma supprima définitivement tous les doutes de l'enquête sur les causes et les motifs du conflit. Leur tâche consistait maintenant à reconstituer bribe par bribe les événements à l'intérieur de la maison, à comprendre la réaction de Chloé aux mots de son mari et à découvrir comment le drame familial avait pu atteindre un tel point extrême dont tous essayaient maintenant de parler avec précaution et prudence. Pendant que les détectives essayaient de comprendre ce qui se passait entre Mark et Chloé sur le plan émotionnel, les criminologues s'occupèrent de l'aspect pratique de la question. Leur tâche était clairement définie, confirmer ou réfuter les témoignages par des preuves physiques, car les mots des gens peuvent induire en erreur, la mémoire peut faire défaut, mais la science donne presque toujours des réponses claires et sans équivoque. Le groupe d'enquête demanda une expertise criminalistique supplémentaire de la maison, utilisant des moyens chimiques spéciaux
capable de détecter même les traces les plus insignifiantes impossibles à voir à l'œil nu. Dans de tels cas, on utilise habituellement le luminol, une substance qui révèle les traces cachées restées après le conflit. Les experts traitèrent les sols, les murs, les meubles, les poignées de porte, littéralement chaque centimètre carré de la maison pour reconstituer le tableau complet de ce qui s'était passé. Les résultats de cette analyse furent surprenants. D'abord, les criminologues découvrirent des traces de lutte dans le salon. Ces traces furent soigneusement enregistrées et montrèrent que les événements dans cette pièce se développèrent progressivement. Les enquêteurs virent un tableau clair du déplacement de Mark et Chloé dans la pièce. Le conflit commença près du canapé et de la table basse, puis se déplaça progressivement vers la sortie de la pièce, vers l'escalier et ensuite vers la cuisine. Dans la cuisine, le luminol révéla encore plus de détails. Là furent-elles trouvées des traces cachées, indiquant que le conflit s'était considérablement intensifié à cet endroit. Sur le sol et les meubles de cuisine furent révélées des taches indiquant que l'un des participants essayait de se défendre et le second essayait manifestement de l'arrêter. Les experts examinèrent attentivement chaque trace et découvrirent un détail intéressant. Une partie des traces correspondait clairement aux actions d'une personne essayant de quitter la pièce et l'autre partie aux actions de celui qui essayait de retenir l'autre à l'intérieur de la pièce. Cela correspondait à la version selon laquelle l'un des participants au conflit voulait partir et l'autre l'en empêchait. Mais le lieu clé pour comprendre ce qui s'était passé fut la chambre au 2e étage. Là, les traces étaient les plus nettes et les plus nombreuses. Les experts tirèrent immédiatement la conclusion qu'ici, le conflit atteignit son apogée. D'après les traces sur le sol et les meubles, il était évident que Mark se retrouva acculé et essaya de toutes ses forces d'éviter une confrontation ultérieure. Ses tentatives de partir furent infructueuses, et cela était confirmé par la nature de l'emplacement des taches et traces découvertes. De plus, les criminologues examinèrent soigneusement le couteau qui avait été trouvé sous le canapé dans le salon. Ce couteau devint l'indice central, car c'est précisément sur lui que furent découvertes les empreintes digitales de 2 personnes à la fois, Mark et Chloé. L'expertise dactylographique confirma clairement, le couteau fut tenu dans les mains des deux et les experts déterminèrent qu'ils le tenaient simultanément, se trouvant à proximité immédiate l'un de l'autre. Cela signifiait qu'entre eux se déroula une lutte active pour cet objet. De plus, les criminologues indiquèrent dans leur rapport que la nature et l'emplacement des empreintes sur le couteau témoignaient clairement que cette lutte ne fut pas de courte durée. Les empreintes étaient floues et se superposaient l'une à l'autre, ce qui est caractéristique précisément d'une confrontation prolongée. Ce fait devint l'argument décisif contre la version d'une attaque soudaine de personnes étrangères que Chloé répétait si obstinément. Les experts notèrent clairement dans la conclusion: dans la lutte pour le couteau participèrent exclusivement 2 personnes et toutes 2 étaient des habitants de cette maison. L'expertise supplémentaire des vêtements de Chloé révéla également un autre détail curieux. Les traces qu'elle décrivait comme le résultat de l'attaque d'inconnus étaient en réalité trop soignées et non naturelles. Elles correspondaient plutôt à des tentatives de mise en scène d'une lutte qu'à une véritable confrontation. Cela confirma une fois de plus les soupçons des policiers, que Chloé essayait artificiellement de créer l'apparence d'événements qui en réalité ne s'étaient pas produits. À la fin de leur rapport, les criminologues rendirent une conclusion sans équivoque. Toutes les preuves recueillies confirment que le conflit à l'intérieur de la maison fut exclusivement interne. Aucune personne étrangère ne participa à la lutte. La nature des traces de sang et des empreintes, leur séquence et leur emplacement, parlèrent d'une confrontation prolongée entre 2 personnes se connaissant bien, qui pour certaines raisons entrèrent en conflit sérieux. Maintenant, il ne restait plus aucun doute sur le fait que la version de Chloé sur l'attaque ne correspondait pas à la réalité. Les données scientifiques montrèrent clairement que cette soirée entre les époux se produisit une querelle sérieuse et prolongée, dont la cause fut la décision de Mark de quitter sa femme après avoir découvert ses problèmes financiers et ses dettes. La valise près de la porte et le témoignage de la sœur de Mark correspondaient
parfaitement aux résultats de l'expertise. Les détectives comprenaient que maintenant, ayant des confirmations scientifiques, ils pouvaient se concentrer sur l'essentiel, découvrir ce qui précisément avait poussé Chloé à réagir de manière si agressive à l'intention de son mari de partir. L'étape suivante de l'enquête fut consacrée à l'étude de la vie personnelle du couple, des documents financiers et des correspondances personnelles pour trouver la réponse à cette question et révéler complètement les circonstances ayant conduit à l'issue tragique de cette soirée. Comprenant que le conflit dans la maison de Mark et Chloé fut la conséquence de circonstances financières complexes, les détectives ne pouvaient se limiter aux seules causes internes et étaient obligés de vérifier absolument toutes les versions possibles. Dans de telles affaires, il n'y a pas de réponse simple. L'enquête devait s'assurer qu'elle n'avait manqué aucun détail, même minime, ou un autre participant potentiel aux événements qui auraient pu être liés à la situation de Chloé et à ses nombreuses dettes. Dans ce but, le groupe d'enquête se plongea en détail dans l'étude de la documentation financière, des relevés bancaires et de la correspondance personnelle de Chloé. Les soupçons des détectives se confirmèrent presque immédiatement. La femme se trouvait effectivement dans une situation financière extrêmement difficile. Les dettes accumulées par Chloé au cours des 2 dernières années n'étaient pas simplement importantes. Elles devenaient progressivement ingérables. Plus les détectives se plongeaient dans ces correspondances, plus le tableau de la désespération des tentatives de Chloé de cacher ses problèmes à Mark devenait net. Mais parmi toute cette information recueillie par les enquêteurs, un nouveau fait troublant émergea soudainement. Dans l'un des messagers de Chloé fut trouvée une correspondance avec une personne inconnue qui exigeait d'elle le remboursement d'une somme importante d'argent. Les messages avaient un caractère évident de menace et étaient écrits de manière agressive. Le créancier anonyme rappelait avec insistance à Chloé sa dette, la menaçant de problèmes personnels et promettant de graves conséquences si l'argent n'était pas remboursé dans les délais. Cet homme n'exigeait pas simplement le paiement, il faisait clairement allusion à des conséquences physiques pour elle et ses proches. Le détective Michael Turner et ses collègues étaient obligés de prendre ces messages au sérieux. Malgré les contradictions évidentes dans le témoignage de Chloé et les preuves physiques trouvées sur place, de telles menaces ne pouvaient être ignorées. Les enquêteurs commencèrent rapidement à découvrir l'identité de cette personne. Grâce au numéro de téléphone indiqué dans la correspondance, la police sortit assez rapidement l'expéditeur présumé de ces messages. Il s'avéra être une personne nommée Robert Miller, propriétaire d'une petite agence financière spécialisée dans les prêts privés à des taux d'intérêt élevés. Les policiers établirent une surveillance 24 heures sur 24 sur Miller, étudiant parallèlement sa biographie, son cercle de relations et ses liens possibles avec le milieu criminel. Plus les détectives recueillaient d'informations, plus la version selon laquelle Miller aurait pu avoir un motif pour exercer une pression sur Chloé ou sa famille semblait plausible. Il avait déjà été poursuivi à plusieurs reprises pour des méthodes agressives de recouvrement de dettes et avait même plusieurs plaintes de la part d'autres clients. Cependant, les enquêteurs avaient besoin de preuves plus solides que simplement une correspondance et une biographie pour interroger et arrêter officiellement Miller. Les policiers obtinrent l'autorisation de vérifier ses déplacements le soir de la tragédie et demandèrent également l'accès aux dossiers médicaux et à d'autres données importantes. Il leur était extrêmement nécessaire d'établir son emplacement exact le jour et l'heure où se produisirent les événements dans la maison de Mark et Chloé. Lorsque les détectives reçurent les résultats officiels de la vérification, la version commença à s'effondrer rapidement. Il s'avéra que Robert Miller, ce jour-là, ne se trouvait pas simplement à un autre endroit. Il avait un alibi à 100%, confirmé par des documents médicaux officiels. Précisément le 15 mars, le jour de l'incident, Miller fut hospitalisé et subit une opération programmée dans un hôpital situé à l'autre bout de la ville. Les dossiers médicaux et les témoignages du personnel de l'hôpital excluaient complètement sa présence sur les lieux des événements à Aspen Woods. Cet alibi était si convaincant et irréfutable que les détectives furent obligés d'exclure officiellement Robert Miller du nombre des suspects. La version d'un participant extérieur possible se ferma à nouveau complètement. Ainsi, l'enquête revint au point de départ. Le conflit dans la maison fut exclusivement interne et les problèmes financiers extérieurs de Chloé ne faisaient
qu'intensifier la tension entre les époux. Bien que la version avec le créancier se révélât être une fausse piste, le travail de la police ne fut pas vain. La vérification de Robert Miller permit d'éliminer tous les doutes sur le fait que les événements de cette soirée furent initiés par quelqu'un de l'extérieur. Maintenant, les enquêteurs pouvaient se concentrer complètement sur le conflit interne et l'étude de la psychologie des relations entre Chloé et Mark. Ils comprenaient déjà que c'était précisément les circonstances personnelles et la méfiance mutuelle qui conduisirent à l'issue fatale. Pour le détective Turner et ses collègues, l'étape suivante fut l'étude minutieuse des correspondances personnelles et des relations du couple, de leurs conflits cachés et des tentatives possibles de Chloé de cacher ses problèmes jusqu'au dernier moment. La correspondance financière de Chloé avec Robert Miller, bien qu'elle se révélât être une fausse piste, montra visuellement le degré de son désespoir et la profondeur des problèmes qui auraient pu la pousser à des actes désespérés. Maintenant, les détectives étaient d'eau convaincus d'une chose. La réponse se trouvait plus profondément dans les relations du couple, et c'est précisément là qu'ils devaient continuer leur recherche de la vérité. Les enquêteurs comprenèrent déjà que les difficultés financières et le mensonge à long terme devinrent les éléments clés qui poussèrent les événements de cette soirée à un point critique. Mais pour comprendre définitivement ce qui se passait entre Mark et Chloé, les détectives devaient plonger plus profondément dans le passé de la femme et comprendre jusqu'où remontaient les racines de son comportement. Pour cela, l'enquête commença progressivement, pas à pas, à reconstituer le portrait psychologique de Chloé en parlant avec des personnes qui la connaissaient bien avant sa rencontre avec Mark. Les policiers commencèrent avec ceux qui furent autrefois proches de Chloé. Pendant plusieurs jours, les détectives étudièrent attentivement la liste de ses relations précédentes pour comprendre s'il y avait eu des situations similaires auparavant ou si ce qui s'était passé était absolument atypique pour elle. À première vue, il semblait que Chloé était une fille tout à fait ordinaire, avec des relations typiques qui, comme chez beaucoup de gens, se terminaient là pour différentes raisons. Mais lorsque les policiers commencèrent à étudier attentivement les détails et à communiquer avec ses anciens partenaires, il s'avéra que la réalité n'était pas si simple. L'un des anciens partenaires de Chloé, un homme nommé Daniel, donna un témoignage détaillé au commissariat de police. Son récit éclaira certaines particularités de son comportement qui devinrent importantes pour comprendre comment elle aurait pu réagir à la décision de Mark de partir. Daniel raconta que leur relation commença de manière aussi idéale et calme que celle de Chloé et Mark. Mais après un certain temps, il commença à remarquer d'étranges incohérences dans ses mots. Elle cachait constamment de lui ses achats et ses difficultés financières, mentait souvent sur ses dépenses, et lorsqu'il essayait d'en parler avec elle, elle réagissait brusquement, émotionnellement et parfois même agressivement. Daniel décrivit également un épisode qui inquiéta particulièrement les enquêteurs. Il raconta que lorsqu'il décida de rompre la relation, Chloé ne le prit pas simplement émotionnellement. Elle fut complètement abattue et presque incontrôlable. Selon lui, elle appelait constamment, menaçait de se faire du mal à elle-même, disait des choses qui suscitaient l'inquiétude et la peur pour son état psychologique. Après cela, Daniel fut même obligé de consulter un psychologue car il était effrayé par sa réaction. Un autre témoin, un ancien partenaire de Chloé nommé James, donna également un témoignage similaire. Il confirma les mots de Daniel et raconta son expérience de relation avec Chloé, qui commença également merveilleusement, mais se termina à peu près de la même manière, par des problèmes financiers, la tromperie et des scènes très émotionnelles lors des tentatives de mettre fin à la communication. James nota qu'après la rupture, Chloé n'essayait pas simplement de le récupérer, mais manipulait activement les émotions, recourant aux menaces et même au chantage. C'étaient des signaux sérieux qui démontraient un certain modèle de comportement stable, se manifestant manifestement dans les moments de crise ou de perte de contrôle sur la situation. Ces témoignages d'anciens partenaires permirent à l'enquête de voir Chloé non pas simplement comme une participante à un événement tragique, mais comme une personne avec des particularités psychologiques profondes qui répétait constamment les mêmes erreurs. Il devint évident que son comportement la nuit de l'incident n'était pas quelque chose de soudain ou d'accidentel. Au contraire,
Il s'inscrivait parfaitement dans le modèle qu'elle répétait dans ses relations depuis de nombreuses années. Pour confirmer les conclusions, les enquêteurs contactèrent en plus une amie de Chloé qui la connaissait depuis l'époque universitaire. L'amie confirma que la femme avait effectivement des problèmes de contrôle sur les finances et l'état émotionnel. Dans les situations difficiles, Chloé pouvait être extrêmement imprévisible et impulsive. Selon elle, Chloé supportait difficilement toute tentative de la quitter ou de prendre ses distances, percevant cela comme une catastrophe personnelle. L'amie raconta également que Chloé utilisait souvent la pitié et la compassion de l'entourage pour éviter la responsabilité de ses erreurs. Après l'analyse de toutes les informations recueillies, les enquêteurs obtinrent un portrait psychologique clair et assez troublant de la femme. Maintenant, le tableau de ce qui se passait entre Chloé et Mark semblait tout à fait prévisible. Lorsque Mark apprit les dettes cachées et prit la décision de partir, pour Chloé, ce n'était pas simplement un drame personnel, mais une répétition d'un scénario profondément enraciné qu'elle avait déjà vécu à plusieurs reprises. Une telle situation provoquait chez elle non pas simplement la peur ou la colère, mais une véritable panique capable de conduire à des actions incontrôlables. La conclusion du psychologue impliqué dans l'enquête confirma que pour une personne avec de tels modèles de comportement, le départ d'un proche est perçu comme quelque chose de catastrophique et d'absolument inacceptable. Le psychologue nota séparément que les dettes accumulées et la nécessité de les cacher constamment à son mari ne firent qu'intensifier la tension interne et auraient pu la provoquer à des actes impulsifs et dangereux. Ainsi, suite à l'étude minutieuse du passé de Chloé, l'enquête forma un tableau assez convaincant et complet de sa motivation. Maintenant, il devint tout à fait clair que sa réaction à la décision de Mark de partir n'était pas un accident, mais un nouvel épisode dans une histoire répétitive qui se formait depuis longtemps dans sa vie. Les enquêteurs ne doutaient plus que c'était précisément cette tension interne accumulée et l'impossibilité de faire face à la situation qui conduisirent aux événements tragiques de cette soirée. L'affaire prit une toute autre nuance. Non pas une explosion d'émotions accidentelles, mais le final d'un cycle long et douloureux que Chloé avait probablement déjà vécu de nombreuses fois dans ses pensées et ses actes. Maintenant, les détectives avaient une nouvelle tâche: lier ces détails psychologiques aux indices physiques concrets pour prouver la culpabilité définitive de Chloé dans ce qui s'était passé. Lorsque l'enquête rassembla suffisamment de preuves, le détective Michael Turner invita Chloé et son avocat à un deuxième interrogatoire officiel. C'était une rencontre décisive à laquelle on s'était soigneusement préparé pendant plusieurs jours. Dans le petit bureau du commissariat régnait un silence tendu, troublé seulement par les sons du dictaphone allumé et le léger froissement des papiers que le détective disposait attentivement sur la table devant lui. Chloé était assise en face de l'enquêteur. À côté d'elle se trouvait son avocat, un homme calme d'âge moyen, suivant attentivement chaque mouvement de Turner. Chloé avait l'air tendue. Son regard errait nerveusement dans la pièce, comme si elle essayait de comprendre à l'avance ce qu'elle allait entendre. Turner ne se pressait pas de commencer la conversation, lui donnant le temps de ressentir le poids du moment qui s'approchait. Après quelques minutes, il commença à parler calmement. La voix du détective sonnait de manière égale, sans agressivité, mais on y sentait la confiance d'une personne contrôlant complètement la situation. Il commença par rappeler à Chloé son témoignage initial sur l'intrusion de 2 hommes inconnus dans la maison, énumérant en détail tous les détails de son récit. Chloé confirma ces mots, mais déjà beaucoup moins sûrement qu'avant, jetant parfois un regard à l'avocat, comme si elle attendait son indication. Après cela, Turner ouvrit le dossier devant lui et montra à Chloé les photographies de la fenêtre brisée du salon. Il expliqua calmement et méthodiquement que les criminologues avaient établi sans équivoque le fait que le verre avait été brisé de l'intérieur. Il observa attentivement sa réaction, mais Chloé ne dit rien. Elle détourna seulement légèrement le regard et prit une profonde inspiration, essayant manifestement de cacher sa tension. L'avocat nota rapidement quelque chose dans son carnet, mais ne dit rien à voix haute. Ensuite, le détective passa à l'indice suivante, la valise à moitié rangée de Mark, qui se trouvait près de la porte d'entrée. Il rappela à Chloé que selon ses mots, elle et Mark ne se préparaient à partir nulle part. Alors pourquoi son mari avait-il emballé à l'avance des affaires personnelles, des documents, même un passeport?
Turney posa sur la table les photographies du contenu de la valise et demanda si elle pouvait l'expliquer. Chloé resta à nouveau silencieuse, mais sa respiration devint notablement plus fréquente. Elle croisa nerveusement les doigts et ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait ses pensées. N'attendant pas de réponse, Turner continua et raconta le témoignage de la sœur de Mark, Emma. Il lut à Chloé un fragment de son témoignage où il était clairement dit que Mark avait appelé sa sœur le soir du 15 mars et lui avait déclaré son intention de partir après avoir découvert les dettes cachées de Chloé. Le détective ajouta calmement que la sœur de Mark était prête à confirmer son témoignage au tribunal. En entendant cela, Chloé regarda brusquement l'avocat. Ses yeux se remplirent d'inquiétude. Mais l'avocat lui fit comprendre d'un geste de la main qu'il ne fallait rien dire pour le moment. Turney ne s'arrêta pas, continuant de manière cohérente à présenter les preuves recueillies. Il raconta à Chloé les conclusions des experts qui avaient étudié les traces dans la maison à l'aide du luminol, les empreintes digitales trouvées sur le couteau appartenant à tous les deux, le fait que les traces de lutte avaient été enregistrées uniquement entre 2 personnes et qu'aucune personne étrangère n'avait été découverte sur les lieux de l'incident. Avec chaque nouveau fait, Chloé devenait de plus en plus renfermée. Ses épaules s'affaissaient. Elle évitait de regarder le détective, étudiant attentivement le bord de la table devant elle. Le détective Turner fit une petite pause, lui donnant le temps de prendre conscience de tout le volume de preuves. Il prononça lentement, en soulignant chaque mot, que l'enquête n'avait aucun doute sur le fait que son histoire initiale contredisait complètement les faits établis. Dans la pièce, régna à nouveau une lourde pause. L'avocat demanda doucement une petite minute pour une communication confidentielle avec sa cliente, ce à quoi le détective accepta, quittant brièvement le bureau. Lorsqu'il revint, l'atmosphère dans la pièce avait déjà changé. Chloé était assise droite, son regard était dirigé vers le bas, son visage avait notablement pâli, mais maintenant dans ses yeux se lisait non pas la panique, mais une certaine détermination, comme si elle avait finalement pris pour elle-même une décision importante. L'avocat donna le signal et le détective reprit l'enregistrement de l'interrogatoire. À la question de Turner sur ce qu'elle voulait ajouter à ces mots, Chloé commença de manière inattendue à parler d'une voix calme et égale. Elle déclara qu'elle était maintenant prête à modifier son témoignage et à raconter ce qui s'était réellement passé. Avec un profond soupir, elle informa que l'histoire du cambriolage était une invention qu'elle avait imaginée dans la panique, essayant de se protéger. Au lieu de cela, Chloé raconta une nouvelle version, affirmant que Mark avait été le premier à commencer la querelle et l'avait soudainement attaqué lorsqu'elle avait essayé de le retenir de partir. Elle expliqua avec assurance qu'à ce moment-là, elle était effrayée par sa réaction et que ses actions n'étaient qu'une tentative de se protéger, qu'elle n'avait pas prévu de lui causer du tort, mais qu'elle ne pouvait simplement pas contrôler la situation. Turner écouta silencieusement son récit, enregistrant soigneusement chaque mot. Maintenant, la version de Chloé avait changé radicalement, et bien que sa déclaration fût en fait un aveu de participation aux événements tragiques, elle insistait sur le fait qu'elle avait agi exclusivement dans le but de légitime défense. À la fin de son récit, le détective éteignit calmement le dictaphone, annonçant que l'interrogatoire était terminé. Chloé et son avocat sortirent du bureau, laissant les enquêteurs avec un nouveau tournant dans l'affaire. Maintenant, les détectives avaient une tâche complètement nouvelle. Vérifier la version de légitime défense présentée par Chloé et déterminer si elle pouvait être vraie ou si c'était la dernière tentative d'éviter la reconnaissance complète de sa culpabilité. Après que Chloé eut énoncé la nouvelle version de ce qui s'était passé, affirmant qu'elle avait agi exclusivement pour sa propre protection, les détectives durent à nouveau faire appel aux experts. Maintenant, les enquêteurs avaient besoin de trouver une réponse claire et scientifiquement confirmée à la question principale de cette étape de l'enquête. Les événements dans la maison pouvaient-ils réellement être interprétés comme de la légitime défense ou était-ce une nouvelle tentative de Chloé d'éviter la responsabilité ? Pour cela fut ordonnée une expertise médico-légale supplémentaire qui devait étudier et comparer attentivement la nature des blessures chez les 2 participants au conflit. Les experts analysèrent minutieusement et en détail chaque plaie, chaque égratignure et blessure pour établir le tableau exact de ce qui s'était passé.
C'est précisément cette analyse qui devait définitivement mettre tous les points sur les « i ». Lorsque les résultats de l'expertise médico-légale arrivèrent sur la table du détective Michael Turner, il devint clair que l'enquête avait maintenant en main une preuve définitive et irréfutable qui détruisait complètement la nouvelle histoire de Chloé. Le rapport des experts décrivait en détail la nature des blessures découvertes chez Mark et Chloé. Selon la conclusion, Mark avait de nombreuses blessures dites défensives. De telles blessures, selon les experts, ne se forment que dans un seul cas, lorsqu'une personne essaie de se défendre en se protégeant avec les mains et les avant-bras d'une attaque. Le document indiquait que toutes les blessures de Mark étaient concentrées dans la région des dos des mains et sur les avant-bras, ce qui témoignait sans équivoque qu'il essayait activement de se défendre de l'agression d'une autre personne. Au contraire, les blessures enregistrées chez Chloé semblaient tout à fait différentes. Les spécialistes médico-légaux indiquèrent que ces coupures étaient exclusivement peu profondes et soignées, situées de telle manière qu'elles auraient pu être infligées par elles-mêmes. Les experts notèrent même que l'emplacement et la forme des blessures sur ses bras ne correspondaient pas à celles que l'on reçoit habituellement en essayant de se défendre. En d'autres termes, les blessures de Chloé étaient plutôt une mise en scène, une tentative de créer l'illusion d'une lutte et non son résultat réel. Séparément, le rapport indiquait l'absence complète de traces ou de traumatismes sur le corps de Chloé qui auraient pu indiquer une résistance active ou une légitime défense. Sur son corps ne furent enregistrés ni bleus, ni écorchures, ni contusions, qui sont presque toujours présents chez les personnes essayant de se protéger dans une situation de confrontation physique. Suite à l'analyse, les médecins légistes arrivèrent à une conclusion sans équivoque. La nature et l'emplacement des blessures chez Chloé contredisaient complètement sa nouvelle version sur la légitime défense. Pour les détectives, ce rapport devint l'indice le plus fort de toute l'enquête. Maintenant, il possédait une preuve scientifique irréfutable qui indiquait clairement qui exactement avait été l'agresseur cette soirée-là et qui avait essayé de se défendre. Le rapport des criminologues détruisait littéralement toutes les affirmations de Chloé depuis la première version sur l'intrusion d'inconnus jusqu'à la nouvelle version sur la défense prétendument forcée contre l'attaque de son mari. Lorsque le détective Turner informa de ces résultats l'avocat de Chloé, la stratégie défensive de la suspecte s'effondra littéralement sous les yeux. L'avocat comprenait manifestement la gravité de la situation et ne commenta plus, ni ne contesta les conclusions des experts. Chloé aussi se taisait, évitant de regarder les enquêteurs dans les yeux, comme si elle comprenait qu'elle n'avait maintenant plus rien à dire. Ainsi, l'expertise médico-légale confirma définitivement les soupçons des détectives selon lesquels Chloé n'avait pas simplement participé au conflit, mais c'était précisément elle qui était la partie ayant initié l'attaque et entrepris des actions agressives actives à l'égard de son mari. Tous les indices rassemblés précédemment s'accordaient parfaitement avec la nouvelle conclusion des experts, formant un tableau complet de ce qui s'était passé. Les enquêteurs obtinrent une compréhension claire que la version sur la légitime défense était une nouvelle tentative de Chloé d'échapper à la responsabilité de l'acte commis. Maintenant, les détectives n'avaient d'aucune seule tâche, enregistrer officiellement ce fait et transmettre toutes les preuves au procureur pour présenter les accusations officielles. Avec ce rapport en main, les enquêteurs étaient convaincus que la question de la culpabilité de Chloé ne faisait plus aucun doute, et il leur restait seulement à préparer les documents finaux pour que le tribunal puisse commencer l'examen de l'affaire. Après que les derniers indices eurent été soigneusement étudiés et documentés, l'affaire arriva au point où la poursuite de l'enquête devenait inutile. Les enquêteurs et le parquet possédaient déjà un ensemble exhaustif de preuves confirmant que Chloé n'était pas simplement une participante au conflit, mais en était également le principal initiateur. À ce moment, le parquet lui présenta officiellement l'accusation. Meurtre au 2e degré, commis intentionnellement, mais sans préparation préalable. Chloé reçut cette nouvelle sans surprise évidente. Sur la recommandation de son avocat, elle ne reconnut pas sa culpabilité et décida de s'en tenir à la version selon laquelle ses actions étaient exclusivement une mesure nécessaire de protection contre l'agression de Mark. Sa position ne changea pas même après qu'on eut placé devant elle de nombreuses conclusions d'experts, des témoignages de témoins et des procès-verbaux d'actes d'enquête.
Chloé et son avocat continuaient d'insister sur le fait qu'elle n'avait pas prévu de commettre des actes illégaux et que tout ce qui s'était passé était le résultat d'un concours de circonstances tragiques. Le procureur, familier avec toutes les nuances de l'affaire, était convaincu de sa position. Il comprenait que les indices rassemblés parlaient beaucoup plus de manière convaincante que tous les mots. C'est précisément pour cette raison qu'il n'essaya pas de convaincre en plus Chloé de l'inconsistance de sa défense, mais transmit simplement les documents au tribunal, où devait maintenant se produire la bataille finale des arguments. Les enquêteurs à ce moment-là avaient déjà terminé leur partie du travail. Pour eux, l'affaire était résolue complètement et de manière assez claire. Leur tâche consistait seulement dans la préparation de tous les documents et la transmission des documents rassemblés au procureur. Maintenant venait le tour des avocats des deux parties, de présenter leur version de ce qui s'était passé devant les jurés. L'intérêt public pour cette affaire augmenta brusquement, car de l'extérieur, elle semblait complètement différente. Pour beaucoup de connaissances et de voisins, Marc et Chloé étaient un couple idéal, une famille exemplaire qu'on enviait et admirait. Maintenant, tout cela était détruit en un instant, et les gens avaient du mal à croire aux circonstances sombres et complexes qui se cachaient derrière les murs de leur maison. Le processus judiciaire promettait d'être long et complexe. Les deux parties avaient suffisamment de raisons d'insister sur leur version des événements, et maintenant la tâche de l'accusation consistait à convaincre les jurés de la véracité des preuves obtenues au cours de l'enquête. Les avocats de Chloé, quant à eux, allaient la présenter comme une victime des circonstances, une personne prise dans une situation sans issue et obligée d'agir pour se protéger. C'est précisément ici, dans la salle d'audience, que devaient être énoncés tous les détails que les enquêteurs avaient si soigneusement rassemblés. C'est ici aussi que seraient interrogés les témoins, les experts et les personnes qui connaissaient ce couple assez intimement pour confirmer ou réfuter certains témoignages. Maintenant, l'issue de l'affaire dépendait non seulement des preuves, mais aussi de la manière dont ces preuves seraient présentées et perçues par les jurés. Pour Chloé, c'était la dernière possibilité de prouver que ses actions avaient une justification. Et pour la partie de l'accusation, une chance de montrer que tous les arguments de la défense n'étaient qu'une tentative d'échapper à la responsabilité. Le dernier mot restait au tribunal et c'est seulement là que devait être décidé le sort définitif de Chloé. Au procès, le procureur présenta pas à pas devant les jurés une reconstitution détaillée et précise des événements de cette soirée, basée exclusivement sur les preuves et les conclusions des experts. Pour la première fois, le tableau de ce qui s'était passé devint absolument clair, se composa en un récit unique et convaincant, dans lequel il ne restait pas de place aux accidents ou aux doutes. Selon la version de l'accusation, le début des événements fut la conversation téléphonique de Marc avec sa sœur à 19h30. Dans ce court dialogue, il lui informa qu'il avait découvert les problèmes financiers cachés de Chloé et avait fermement décidé de la quitter pour toujours. La sœur de Marc confirma cela dans son témoignage, décrivant sa voix comme abattue, mais déterminée. C'est précisément cet appel qui devint le point de départ du conflit suivant. Approximativement à 20h10, immédiatement après la conversation, Marc commença à ranger ses affaires dans une valise. Le procureur indiqua que ce fait était confirmé par la valise elle-même, découverte par les policiers dans l'entrée près de la porte, avec des effets personnels, un passeport et des cartes bancaires de Marc. Lorsque Chloé comprit que son mari s'apprêtait réellement à partir, une querelle sérieuse éclata entre eux, qui, ayant commencé dans le salon, prit rapidement de l'ampleur. Les traces révélées par les criminologues à l'aide du luminol montrèrent que le différend portait initialement un caractère émotionnel. Cependant, la situation sortit bientôt de tout contrôle et se transforma en confrontation physique. Selon les documents de l'affaire, la querelle se déplaça rapidement vers la cuisine, où la situation se dégrada brusquement. C'est précisément là que Chloé prit très probablement le couteau de cuisine que les experts trouvèrent plus tard sous le canapé dans le salon, avec les empreintes digitales des deux époux. Le procureur décrivit en détail comment Marc essayait d'éviter une confrontation ultérieure et reculait vers le haut, dans la chambre. Les experts confirmèrent qu'il essaya à plusieurs reprises de se protéger de l'attaque. Sur ses mains et ses avant-bras furent découvertes de nombreuses blessures défensives,
caractéristique d'une personne qui se protège d'un coup de couteau. Dans la chambre au 2e étage se produisit le point culminant du conflit. Selon les conclusions de l'expertise médico-légale, la confrontation dura peu de temps, mais fut très intense. Après cela, Chloé resta quelque temps dans un état de choc et d'inaction. Ce n'est que quelque temps plus tard qu'elle commença à entreprendre des actions actives pour cacher le véritable tableau de ce qui s'était passé. L'accusation déclara que c'est précisément pendant cette période que Chloé décida de mettre en scène la version de l'intrusion et de l'attaque d'inconnus. Elle brisa la fenêtre dans le salon de l'intérieur pour créer l'illusion d'une effraction, puis s'infligea des coupures en utilisant une lame trouvée dans la salle de bain. L'expertise médico-légale confirma que ces blessures étaient superficielles et portaient manifestement un caractère de mise en scène. Cette séquence fut soigneusement reconstituée par le procureur minute par minute et confirmée par de nombreux indices. L'appel à la sœur, la valise rangée, les conclusions des experts, les témoignages de témoins et la nature des blessures des deux participant au conflit. Le procureur souligna que les actions de Chloé ne pouvaient pas être considérées comme un accident ou une protection spontanée. Au contraire, tous les faits indiquaient que c'était précisément elle qui fut l'initiatrice du conflit et commit consciemment des actions dirigées contre Marc, après quoi elle entreprit une tentative de cacher cela. Cette reconstitution soigneusement construite et confirmée par les preuves devint le fondement de l'accusation et le point de départ du processus judiciaire. Maintenant, les jurés devaient décider du sort de Chloé en se basant exclusivement sur les faits et la logique des événements de cette soirée tragique. Le processus judiciaire commença en mai 2024 et attira immédiatement une énorme attention du public. Tout au long des audiences, la défense affirmait obstinément que Chloé avait agi exclusivement pour se défendre, la décrivant comme une victime des circonstances. Cependant, l'accusation réfutait de manière cohérente cette version, présentant des preuves physiques strictes et incontestables, les conclusions des experts, la nature des blessures, les témoignages de témoins et les détails de la mise en scène du cambriolage. Après plusieurs jours de débats judiciaires, les jurés se retirèrent pour délibérer. Ils discutèrent de l'affaire longuement et minutieusement, examinant chaque détail. Après des heures d'attente, leur verdict définitif fut annoncé. Chloé fut reconnue coupable de meurtre au 2e degré. Le juge prononça la sentence: emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle seulement après 17 ans. Maintenant, le sort ultérieur de Chloé dépendait entièrement de la façon dont elle passerait ce temps et si elle pourrait convaincre la commission à l'avenir qu'elle méritait une chance de retourner dans la société. Après que le juge eut prononcé son verdict, l'histoire de Marc et Chloé sembla arriver à sa conclusion logique. La maison dans la banlieue tranquille d'Aspen Woods, autrefois symbole d'une vie idéale et d'une jeune famille prospère, fut bientôt mise en vente. Les nouveaux propriétaires se hâtèrent de faire des rénovations, essayant d'effacer tout rappel des événements tragiques qui s'étaient produits à l'intérieur de ces murs. Chloé purge actuellement la peine prononcée par le tribunal dans un établissement correctionnel de l'Alberta. Sa vie a radicalement changé, et maintenant toute son existence se résume à la routine de la vie carcérale. Pendant ce temps, les voisins et les connaissances du couple sont progressivement retournés à leur mode de vie habituel, essayant de se souvenir le moins possible de cette histoire. Mais malgré le jugement définitif, certains détails restèrent sans réponse. Personne ne saura jamais quels mots précisément furent prononcés entre eux pendant ces dernières 4 heures, et ce qui exactement devint cette dernière goutte après laquelle les événements devinrent irréversibles. Ces détails resteront à jamais cachés, connus seulement d'une seule personne, celle qui maintenant les garde silencieusement derrière les barreaux.